Il y a une petite ville du Maine dont vous n'auriez jamais voulu être habitant. Des rues paisibles, des façades victoriennes, une côte sauvage et des cadavres qui s'accumulaient à un rythme qui aurait fait pâlir un général d'armée. Cette ville s'appelle Cabot Cove. Et la femme invariablement présente à quelques mètres de chaque corps s'appelait Jessica Fletcher. Diffusée sur CBS de 1984 à 1996 pendant 12 saisons, la série suivait cette romancière de génie, jouée par Angela Lansbury, entourée du shérif Amos Tupper et du docteur Seth Hazlitt, deux hommes qui semblaient n'avoir jamais pris le temps de discuter du schéma troublant structurant leur existence commune. Aujourd'hui, 15 vérités étranges sur cette série. Restez jusqu'au numéro 1, la révélation finale transformera votre lecture de chaque saison. Likez, abonnez-vous, commentez, ça commence maintenant. Numéro 15. Regarder la série aujourd'hui est une expérience proprement déstabilisante, pas à cause des intrigues criminelles, mais parce que environ un épisode sur 3 met en scène quelqu'un que vous connaissez très bien, à l'époque où il essayait encore de ne pas trébucher sur une scène de crime dans le Maine. Joaquin Phoenix, crédité sous le nom de Lee Phoenix, apparaît à 10 ans en saison 1. George Clooney débarque en 1987. Bryan Cranston apparaît 3 fois, dont une en fiancé qui emprunte la voiture de sa petite amie pour une course et se fait exploser dedans. Note de bas de page profondément comique dans la carrière du futur Walter White. Courtney Cox joue la grande-nièce de Jessica en saison 3, 8 ans avant que quiconque sache ce qu'était un Central Perk. Neil Patrick Harris apparaît en saison 9 en livreur d'épicerie faussement accusé de meurtre. La série est devenue un pipeline involontaire vers les sommets de Hollywood avec Jessica Fletcher, impavide, au centre de tout ça. Numéro 14. Cabot Cove, Maine. Population, environ 3500 âmes. Côte magnifique. Taux de criminalité à faire reconsidérer toutes vos envies de villégiature. Sur 12 saisons, environ 60 meurtres ont été rattachés à cette seule ville. Des chercheurs ont calculé un taux annuel d'homicide de 149 pour 100 000 habitants, 60% de plus que le Honduras à son pire moment et 17 fois la moyenne nationale américaine de l'époque. À la fin de la série, environ 2% de la population totale avait été éliminée. Les fans ont baptisé ce phénomène le syndrome de Cabot Cove. La théorie voulait que la plupart des victimes soient des touristes, une interprétation généreuse qui laisse quand même une pile de corps sur une carte postale de bord de mer. Si Jessica Fletcher frappait un jour à votre porte avec un plat cuisiné et un sourire chaleureux, la décision la plus sage était de simuler une urgence familiale, de monter en voiture et de rouler jusqu'au Canada. Numéro 13. La plupart des séries policières des années 1980 fonctionnaient selon un principe simple. Le spectateur regardait, le détective déduisait, le coupable était révélé comme une surprise inévitable. La série faisait quelque chose de fondamentalement différent. Elle était construite sur le principe du jeu loyal, une tradition narrative codifiée dès 1929, stipulant que le meurtrier devait apparaître tôt, que les indices devaient être visibles et que le spectateur attentif pouvait résoudre l'affaire avant le détective. Les scénaristes déployaient 2 techniques récurrentes. D'abord, la caméra s'attardait un battement de trop sur un objet anodin. C'était l'indice. Ensuite, le casting travaillait contre les attentes. La star invitée agressive et visiblement suspecte était innocente. Le personnage discret en arrière-plan méritait une attention bien plus soutenue. Les producteurs engageaient régulièrement des acteurs connus pour leur rôle de dur, pendant que le vrai coupable se révélait être le comptable nerveux, la veuve éplorée ou le voisin affable dont personne ne se méfiait. Numéro 12. Jessica Fletcher a traversé le pays, résolu des crimes sur plusieurs continents et se retrouvait sur chaque scène de crime avec une ponctualité qui aurait dû alerter sérieusement les forces de l'ordre. Elle a accompli tout cela sans jamais prendre le volant, pas de permis de conduire, pas de véhicule. La détective, amateur la plus itinérante de l'histoire de la télévision, se déplaçait à pied,
à vélo, ou sur le siège passager d'une voiture conduite par quelqu'un d'autre. Lansbury elle-même a confié qu'elle n'était pas tout à fait sûre de la raison originelle de ce choix, mais qu'elle l'avait pleinement apprécié. Son explication était limpide, ne pas conduire écarte par nature le besoin de course-poursuite, et les courses-poursuites, le paysage télévisuel en était déjà saturé. Ce que les producteurs avaient compris, c'est que placer Jessica sur le siège passager constituait l'un des dispositifs d'interrogatoire les plus élégants de la télévision. Pendant que le reste du paysage audiovisuel faisait crisser les pneus, la série résolvait ses affaires depuis la place du copilote. Numéro 11. Pour représenter la Nouvelle-Angleterre rurale, les producteurs ont opté pour Mendocino, une ville du nord de la Californie dotée d'architecture victorienne et d'une côte sauvage, sensiblement moins chère que d'aller réellement dans le Maine. Le Blair House Inn est devenu la maison de Jessica. Noyo Harbor a assuré les scènes de quai pour environ 9 épisodes. Après avoir accumulé suffisamment d'images d'archives, la production est retournée à Los Angeles définitivement. La côte nord-californienne avait des opinions météorologiques. Brouillard épais, vent, ruinant les dialogues, pluie intempestive. Cabot Cove a donc été reconstitué sur les décors extérieurs des studios Universal, autour du fameux lac des Dents de la Mer, avec une maison victorienne déplacée sur une colline voisine pour figurer le domicile de Jessica. Le problème météo était réglé. Un autre s'est posé. La Californie a des palmiers et les palmiers n'ont aucune intention de prétendre être dans le Maine. Ils apparaissent en arrière-plan dans de multiples scènes tout au long de la série. Une fois que vous savez les chercher, il est extrêmement difficile de ne plus les voir. Numéro 10. La série s'est exportée dans le monde entier et chaque pays a regardé le titre original pour aller dans une direction entièrement différente. L'Italie a reframé l'ensemble avec élégance. La Signora in Giallo, la Dame en jaune, Giallo, désignant en italien tout un genre de mystère et de crime remontant à une collection de romans policiers lancée en 1929. L'Allemagne a d'abord opté pour une description documentaire avant d'atterrir sur le meurtre et son hobby. La France a choisi Arabesque, référence aux entrelacs d'une intrigue bien construite. Le Japon l'a titré « Les dossiers de Tante Jessica ». La Suède a opté pour un jeu de mots signifiant une remise en ordre sévère, ce qui correspond parfaitement à ce que Jessica accomplit dans chaque épisode. L'Espagne a gardé le parallèle littéraire avec un meurtre a été écrit. 12 personnalités entièrement différentes pour le même personnage, le même générique, la même machine à écrire. Numéro 9, Jessica Fletcher n'est pas tombée du ciel. Les créateurs étaient des admirateurs inconditionnels d'Agatha Christie et avaient identifié un vide précis dans le paysage télévisuel américain, l'absence d'un détective amateur digne de ce nom. La comparaison avec Miss Marple est évidente, mais leur objectif déclaré était plus précis, modeler Jessica sur Agatha Christie elle-même. Cette distinction a tout changé. Le producteur Peter Fisher a également fait un choix délibéré. Jessica faisait du jogging, parcourait Cabot Cove à vélo, était physiquement active d'une façon que la télévision en prime time ne montrait presque jamais pour des femmes de son âge en 1984. Fisher avait intégré cela dès le départ, précisément parce qu'il voulait un personnage reflétant comment les gens réels dans la cinquantaine et la soixantaine vivaient vraiment. Christie avait fourni le plan, l'amélioration consistait à faire de Jessica quelqu'un qui n'attendait pas que le mystère vienne la trouver, même si, statistiquement, il le faisait de toute façon. Numéro 8, Angela Lansbury, dans la peau de Jessica Fletcher, semble tellement inévitable qu'il est difficile de croire que cela a failli ne jamais se produire. Le premier appel est allé à John Stapleton, fraîchement sorti de 9 ans en Edith Bunker dans All in the Family, premier choix absolu. Elle avait récemment perdu son mari, des réserves sur l'écriture du personnage et aucun appétit pour s'enchaîner à une nouvelle longue série. Elle a décliné. Deuxième appel à Doris Day, légende du box-office, royauté hollywoodienne. Doris Day a également dit non. Les producteurs avaient
essuyé 2 refus des plus grands noms possibles. Ils se sont tournés vers Angela Lansbury, qu'ils considéraient comme parfaite, mais dont ils ignoraient si elle aurait le moindre intérêt pour une série télévisée. Elle a dit oui. Stapleton et Day avaient toutes deux d'excellentes raisons de refuser. Elles ont juste, ce faisant, tendu à Lansbury l'un des rôles les plus définissants de l'histoire de la télévision américaine. Numéro 7. Lansbury n'est pas arrivée sur le plateau pour improviser. Dès le premier jour, elle avait une idée très précise de qui était Jessica Fletcher, la façon dont elle inclinait légèrement la tête quand quelque chose ne collait pas, la façon dont elle posait des questions qui semblaient anodines et ne l'étaient même pas, la façon dont elle repérait le détail que tout le monde avait dépassé. Tout cela était soigneusement construit. Son objectif déclaré, ne jamais décevoir le public. Chaque fois qu'un script poussait Jessica vers une excentricité malvenue ou une condescendance déplacée, Lansbury résistait. Ces mots exacts au producteur. Il faut maintenir sa crédibilité au plus haut niveau. Elle s'est sérieusement heurtée au co-créateur Peter Fisher sur la charge de travail, la rémunération et la direction du personnage. Des désaccords assez profonds pour qu'elle envisage de tout quitter après la saison 5. Au lieu de partir, elle a formalisé sa position. Elle était entrée pour jouer une romancière. Elle est sortie en ayant dirigé toute l'enquête. Numéro 6. Le nom complet de Jessica était Jessica Beatrice Fletcher, née McGill. Ce dernier détail n'était pas un hasard. Il s'agissait d'un hommage discret à la mère d'Angela Lansbury, l'actrice irlandaise qui avait exercé sa carrière sous le nom de Moyna McGill. Elle avait travaillé régulièrement au West End et apparaît dans plusieurs films, dont 3 aux côtés de sa fille. Chaque fois que le nom de jeune fille de Jessica apparaissait à l'écran, cet hommage était là, entièrement silencieux. La série a ensuite poussé le lien plus loin en introduisant Emma McGill, la cousine britannique identique de Jessica, également jouée par Lansbury. Cette cousine revient en saison 4 dans un épisode qui possède une distinction unique sur l'ensemble de la série. C'est le seul épisode dans lequel Jessica Fletcher n'apparaît pas du tout. Lansbury était présente, elle faisait le travail, et son personnage le plus célèbre avait techniquement pris l'épisode de congé. Elle a tissé son histoire personnelle dans le rôle à chaque occasion disponible, sans jamais attirer l'attention sur aucun de ses choix. Numéro 5. Une fois productrice exécutive pour les 4 dernières saisons, Lansbury a adopté une pratique constante. Engager des vétérans du cinéma classique hollywoodien, la théorie sous-jacente, bien étayée par les faits, était que beaucoup de ces acteurs avaient besoin d'heures de travail qualifiantes pour maintenir leur couverture médicale syndicale et qu'un rôle de guest résolvait ce problème en un seul épisode. Le cas le mieux documenté concerne une actrice atteinte de sclérose en plaques en risque de perdre sa couverture SAG faute de revenus suffisants. Quand Lansbury l'a appris, elle a créé un personnage récurrent et l'a fait revenir tous les 3 ou 4 épisodes. Elle n'a jamais formulé cela comme une politique délibérée, ce qui est exactement ce que font les gens qui ne cherchent pas à être remerciés. Ceux qui travaillaient à ses côtés l'ont remarqué quand même. Jessica Fletcher passait chaque épisode à s'assurer que les meurtriers faisaient face aux conséquences. La femme qui la jouait passait 12 ans à s'assurer que ses collègues ne se retrouvaient pas abandonnés en chemin. Numéro 4. La série a conclu sa 12e saison en 1996 et CBS a rapidement découvert que l'Amérique n'en avait pas fini avec Jessica Fletcher. 4 téléfilms ont suivi entre 1997 et 2003. Le premier l'a placé dans un train avec un témoin d'un meurtre lié à un code satellite classifié. Le deuxième la plongeait dans une conférence d'écrivains où un ancien officier du KGB retrouvé mort. Le troisième l'envoyait découvrir un lien entre sa propre histoire familiale et un meurtre de l'ère de la guerre de sécession. Le quatrième l'a mené en Irlande pour une lecture de testament qui tournait au drame, confirmant qu'aucune procédure juridique nulle part sur la planète n'était à l'abri. En 2009, un jeu vidéo de type objet caché est sorti avec 5 affaires originales. Une suite a suivi en 2012. La plupart des séries de cette époque ont obtenu des rediffusions si elles avaient de la chance.
Arabesque a obtenu des films, des jeux vidéo et 3 décennies supplémentaires d'impossibilité à s'en débarrasser complètement. Numéro 3. En août 1988, à l'orée de la saison 5, Lansbury avait 62 ans et était publiquement épuisé. Le déclencheur, le passage d'un planning de 7 à 8 jours de tournage par épisode, ce qui revenait à être perpétuellement en production. La solution adoptée par CBS était créative. À partir de la saison 6 et jusqu'à la saison 7, la série a introduit des détectives tournants qui prenaient en charge l'enquête principale pendant que Lansbury n'apparaissait qu'en ouverture et en conclusion. Des personnages tout à fait capables, exécutés avec professionnalisme. Les audiences pour ces épisodes étaient inférieures au format habituel, les spectateurs ne regardaient pas la série pour le cadre procédural ou l'atmosphère côtière. Ils regardaient pour Angela Lansbury et 4 minutes par épisode n'étaient pas un substitut suffisant. L'expérience a pris fin, Lansbury est revenu au centre de la scène. Le public avait conduit malgré lui une expérience contrôlée sur ce que valait la série sans son interprète principal. Les résultats étaient sans ambiguïté. Numéro 2. Pendant 11 ans, la série était une valeur sûre de la grille CBS. Des audiences fiables, un public farouchement fidèle. L'équivalent télévisuel d'une certitude absolue. Et puis CBS a décidé d'être créative. En 1995, la chaîne a retiré la série de son créneau habituel et l'a déplacée le jeudi soir, la plaçant directement en face du bloc Must See TV de NBC, ce qui signifiait affronter Friends dans sa 2e saison. Les audiences se sont effondrées. Près de 6 millions de téléspectateurs ont disparu en une saison. CBS a été assez direct sur la logique de l'opération. Le déplacement était présenté comme une tentative d'offrir une alternative viable à NBC, pendant que le dimanche soir était cédé à une programmation ciblant un public plus jeune. En d'autres termes, CBS avait décidé d'avoir des dimanches plus branchés et a utilisé un créneau de semaine pour écarter progressivement Jessica Fletcher. Ce n'était pas élégant. Après 12 saisons, c'était terminé. Non pas parce que le public s'était lassé, mais parce que CBS avait placé l'une de ses franchises les plus fiables sur la voie d'un train lancé à pleine vitesse et avait appelé ça une stratégie. Numéro 1. Voici ce qu'on ne vous a jamais vraiment dit sur les dernières saisons. Angela Lansbury dirigeait une entreprise familiale et elle avait le tableau d'organisation pour le prouver. Son mari Peter Shaw avait cofondé Corrimore Productions en 1987, qui a progressivement commencé à coproduire la série avec Universal. Quand Lansbury a officiellement pris les rênes de productrice exécutive pour les 4 dernières saisons, 1992 à 1996, le foyer Lansbury Shaw détenait simultanément le contrôle créatif et financier de la série. Son fils Anthony Pullen Shaw a réalisé 68 épisodes. Son beau-fils David Shaw a gravi les échelons jusqu'à producteur exécutif sur plusieurs des téléfilms. Son frère Bruce Lansbury a contribué comme producteur et scénariste tout au long de la série. Le résultat, une émission qui a maintenu ton, cohérence et identité sur 12 saisons et 264 épisodes à une époque où la plupart des longues séries avaient perdu le fil bien avant la 8e année. Derrière la machine à écrire de Jessica Fletcher, il y avait une vraie famille et elle était là pour rester. 15 faits, une seule conclusion. Cette série était beaucoup plus que ce que la télévision semblait montrer. Si ce voyage dans les coulisses vous a surpris, questionné ou rappelé quelque chose que vous pensiez avoir oublié, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos plongées dans les séries et films qui méritent d'être vraiment racontés et dites-nous en commentaire quel fait vous a le plus frappé. Les palmiers dans le Maine, la statistique des meurtres ou l'empire familial silencieux derrière 12 saisons de fiction criminelle, on est là pour en parler.